De la journée, c'est pas un bienvenu, en tout cas de nouveau ensemble pour cette journée CPME 31. Alors je me présente, je suis Gilles Bousquet, je suis journaliste et c'est moi qui vais animer cette dernière et ultime table ronde d'une journée dense. On a vu, vous êtes connectés en nombre. Alors cette table ronde a été intitulée Eco Must Go On, comme comment préparer le rebond. Et oui, nous savons tous qu'en 2021, on l'espère, ça sera le moment du rebond, de la relance. Vous avez vu que les équipes de la CPME 31 ont bâti cette journée un petit peu sur le format de l'année qui vient de s'écouler, une année bien particulière avec la survenance de la crise, les mesures de soutien et puis maintenant la relance. On va parler de cette phase-là, de cette crise. Pour en parler avec nous, alors j'excuse Caroline Bouvier qui est la présidente des femmes chefs d'entreprise Occitanie et qui est la vice-présidente de la CPME de l'Hérault, qui est en route. Elle est coincée dans les embouteillages, donc elle va nous rejoindre. Mais j'excuse auprès de vous ces quelques minutes de retard. Samuel Sett, bonsoir plutôt. Vous êtes le président de la CPME 31, fraîchement réélu à l'unanimité, et président de la CPME Occitanie également. Vincent Aguilera, bonjour et bienvenue. Vous êtes le président de la Chambre des métiers de l'artisanat de Haute-Garonne. Frédéric Carré, qui nous fait le plaisir d'être avec nous, président de la Fédération française du bâtiment pour l'Occitanie. Merci beaucoup. Et Thierry Julier, vous avez fait un peu de route pour nous rejoindre. Vous êtes président de la CCI de Lozère et président des CCI rurales de France. De France. Voilà, vous nous expliquerez en quoi ça consiste et peut-être comment aussi on prépare la relance dans les territoires ruraux. Alors, pour débuter, on parle relance. Samuel Sett, le rebond, c'est pour quand? Et est-ce que les entreprises sont prêtes pour ce rebond? Bien, disons que pour la première fois, on peut commencer à parler de rebond, ou on peut commencer à parler de reprise, puisqu'on a des échéances qui sont certes un peu mouvantes, mais en tout cas établies, puisque tout va tourner autour du vaccin et de sa distribution. En réalité, le président de la République a fait état de 30 millions, d'une prévision de 30 millions de vaccinés en juin. Le ministre de la Santé a fait état de la vaccination intégrale de la population à fin août. Nous espérons que ce sera entre les deux bornes pour pouvoir développer. Et c'est que parce que nous avons cette perspective que nous pouvons désormais, que nous devons désormais envisager un rebond ou une reprise. Et cette perspective, elle est fiable parce qu'un chef d'entreprise, ça a besoin certes un peu de visibilité, mais on a vu que tous les scénarios qui ont été déjoués depuis un an, donc c'est compliqué de faire des prévisions dans un univers aussi incertain. Oui, ça l'est, mais il est important dans un environnement totalement imprévisible et incontrôlable de pouvoir fixer certains critères qui le sont un petit peu plus, quitte à échafauder un certain nombre de possibilités. Tous les entrepreneurs que l'on croise font, par définition, confiance aux annonces du gouvernement, en charge pour lui d'assurer la responsabilité de leurs propos et de la délivrance de ces vaccins. Et donc, dès lors qu'on envisage une date, alors on est obligé, dans une volonté de résilience et de résistance à la destruction massive à laquelle nous allons devoir faire face, de pouvoir se projeter pour les entreprises administrativement contraintes, de pouvoir envisager une ouverture, qu'elle soit réduite ou pas, pour les entreprises en mal de clientèle, eu égard à la période, à pouvoir échafauder une reprise. En réalité, mais ce sera l'objet de l'émission, si vous y consentez, ça sera de dire comment j'ai profité de cette période, à condition de ne pas avoir été mort, pour interroger mon modèle économique, pour interroger mon management, pour remettre en question l'ensemble des problématiques liées à mon business plan. Effectivement, on va en parler ensemble, comment se réinventer, est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard pour se réinventer? On verra, ceux qui ont anticipé seront peut-être les mieux placés pour saisir cette reprise. Alors Frédéric Carré, on va parler du bâtiment parce qu'on sait, dans l'économie française, on le dit, quand le bâtiment va, tout va, c'est un moteur très puissant de notre économie et puis surtout, c'est un secteur qui s'infiltre au plus profond des territoires. Aujourd'hui, le plan de relance de l'État, est-ce que ça permet au bâtiment d'avoir un peu de visibilité, un peu d'espoir? Alors bonjour à toutes et à tous, avant de parler du plan de relance, d'abord d'où on vient. On parle de rebond, mais c'est surtout un rebond technique, parce qu'on vient de subir une année de crise exceptionnelle. Avec moins 15% de chiffre d'affaires, ça n'est jamais arrivé. Et il faut savoir que les entreprises de bâtiment sortaient déjà de la crise de subprime de 2008. Donc on arrivait à avoir déjà un petit peu plus de chiffre d'affaires, on recommençait à avoir de la visibilité, les marges n'étaient pas revenues, et par contre nos trésoreries étaient toujours dans le dur. Donc là, aujourd'hui, après avoir fait ce chiffre d'affaires en moins, on a ce rebond que je qualifierais de technique.
Parce que de moins 15, on a cette année, en 2021, on va avoir plus 11% de chiffre d'affaires. Mais ces 11% de chiffre d'affaires de plus, ça fait encore moins 6 par rapport à 2019. Donc on a ce rebond technique avec du chiffre d'affaires que nous n'avons pas réalisé l'année dernière qui vient aujourd'hui. Par contre, il faut faire attention parce qu'on a une visibilité qui est extrêmement faible. Oui, parce que vos entreprises, enfin les entreprises du bâtiment, consomment du carnet de commandes et les travaux publics également. Et difficile à reconstituer ces carnets de commandes actuellement ? Bien sûr, on travaille sur l'inertie aujourd'hui. Donc on travaille, alors c'est un petit peu une reprise en trompe-l'œil. Et ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il ne faut pas croire qu'aujourd'hui, le bâtiment et les travaux publics vont bien. Bien sûr, quand vous allez discuter avec toutes les entreprises de BTP, elles vont vous dire qu'aujourd'hui, elles ont du travail. Seulement, c'est du travail qui est là depuis longtemps. On a une inertie qui est très longue et demain, on n'a plus de chantier, plus de commandes. Alors, vous parliez du plan de relance de l'État. Sur les 100 milliards d'euros, il y en a 7 milliards qui concernent le bâtiment. Vous êtes plutôt bien servi. Plutôt bien servis, qui sont essentiellement sur la rénovation énergétique. 2 milliards sur MaPrimeRénov' pour les particuliers. Donc ça a été consommé. Ça a bien fonctionné, on en parlait tout à l'heure avec monsieur. Les artisans et les TPE donc, ont bien embrayé sur le secteur du particulier. Et il y avait aussi 4 milliards d'euros, donc sur les 7, qui concernent la rénovation des bâtiments publics, des universités, des hôpitaux. Donc sur ce plan-là, 2,7 milliards ont déjà été débloqués, c'est un peu de chiffre, hein, mais ce qui fait sur l'Occitanie un chiffre d'affaires de 268 millions d'euros. Voilà le plan de relance des bâtiments publics, ce que c'est, 268 millions d'euros. Et est-ce que ces appels d'offres, une PME, une TPE sait y répondre ? Parce qu'on voit que c'est parfois difficile, on n'est pas habitué. Oui, mais juste avant, une petite précision, puisque je sais qu'on a le temps et c'est important. 268 millions d'euros, il faut savoir que notre chiffre d'affaires dans le bâtiment, c'est 10 milliards d'euros. Donc chaque année, nous faisons 10 milliards d'euros. Le plan de relance, c'est 268 millions d'euros. Donc on voit que finalement, il y a une proportionnalité qui est faible. Par contre, la baisse de 12%, c'est 1 milliard et demi. Donc si on regarde par rapport à la baisse, on voit que ce qui a injecté par l'État, c'est 20 à 25%. Donc ça fait quand même un réel amortisseur. Et je voudrais donc parler techniquement de ce plan de relance. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a été pour moi bien calibré. Pourquoi ? Parce que tous les chantiers qui sont dans ce plan de relance sont des chantiers tout corps d'État qui sont en dessous de 5 millions d'euros. Donc destinés à la PME, à la TPE locale. Ça, c'est important. En dessous de 5 millions d'euros. Donc accès à toutes les entreprises, c'était la question. Et aussi, ce qu'il y a, c'est que c'est des chantiers qui doivent être lancés avant fin 2021. Donc l'urgence, c'est quoi ? C'est ce fameux trou d'air qui va y arriver. Donc là, c'est bien calibré, des petits chantiers pour les entreprises pour qu'elles y aient accès, et très rapidement. Donc normalement, 2021, plutôt serein, c'est peut-être l'après qui vous inquiète davantage ? Alors 2021, finalement, on voit qu'on a ce rebond technique, mais après, attention, je veux dire, c'est 10 milliards tous les ans. Donc il y a des besoins énormes dans le bâtiment. Et il manque aujourd'hui, il y a 150 000 demandes de logements sociaux sur l'Occitanie non pourvues. On a 40 000 nouveaux habitants par an. Donc il y a des besoins de bâtiments, d'infrastructures, de logements. On en parlera tout à l'heure. Donc sur le moyen terme, ça va aller. Il faut surtout pas se prendre les pieds dans le tapis. Les entreprises aujourd'hui ont mis un genou à terre. Elles sont aidées par le PGE, on en parlera. Mais attention, parce que ce PGE, bien sûr, on l'a sûrement dit tout au long de la journée, ce n'est qu'un prêt. Et tout ça, il va falloir le rembourser avec moins de chiffre d'affaires et avec des marges qui sont très faibles. Donc c'est compliqué. Attention à cette année, fin 2021 et 2022, vraiment très dangereuse pour notre tissu économique local du bâtiment. Justement, vous parliez des PGE. Est-ce que les entreprises du bâtiment en ont demandé plus que dans les autres secteurs ou vous êtes dans la moyenne ? On est dans la moyenne, voire un petit peu plus. C'est vrai que ça a aidé. Hein. On a dit que les entreprises, aujourd'hui, en avaient profité. Une entreprise qui ne travaille pas ne gagne pas d'argent. Donc, il faut arrêter de... Voilà. C'est la base. Donc, on n'a pas de trésorerie, on a des marges très faibles. On a été arrêté, 3 mois complets, les chantiers fermés. On a pu redémarrer très vite. Hein. La profession s'est adaptée. Dans le bâtiment et les travaux publics, on a un fort facteur de résilience. Donc on a sorti notre guide de l'OPP-BTP qui nous a permis de revenir très rapidement sur le chantier. Mais un chantier qui redémarre, là aussi, c'est difficile. Parce que redémarrer en mode dégradé, on perd aussi de l'argent. On a tous nos salariés qui sont là, mais quand on arrive, on ne peut pas poser parce que le charpentier n'a pas fini, parce que le béton n'est pas arrivé, parce que le plan n'a pas été validé.
Donc on a quand même tout cet effet qui est très difficile à gérer. Et donc les PGE sont là, les PGE sont consommés. Mais attention, quand tout va se réenclencher, à ce double, voire triple effet ciseau. Bon, mais on reparlera après des freins potentiels à la reprise et notamment les permis de construire. Je sais que vous avez un œil à viser. Le game, on peut fermer l'émission, je pense. Là, il a tout dit en fait. Oh, je crois pas, non, on a tellement de choses à dire. Alors Caroline Bouvier, bonsoir et bienvenue. Vous nous avez rejoint. J'ai excusé vos quelques minutes de retard, c'est les embouteillages toulousains. Vous voyez, même pendant cette période, il y a encore du trafic. Alors vous êtes vice-présidente de la CPME de l'Hérault et vous êtes présidente des femmes chefs d'entreprise d'Occitanie. Alors peut-être parce que tout le monde ne vous connaît pas, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites, quelle est la nature de votre activité? Et puis après on parlera rebond, relance ensemble. Alors, je suis donc chef d'entreprise dans le domaine de l'artisanat. J'ai une maison de couture à Montpellier depuis une vingtaine d'années, en centre-ville. Voilà. Et parallèlement à ça, je dirige donc les FCE de l'Occitanie après avoir été 4 ans présidente FCE Hérault. Voilà, très impliquée dans le domaine artisanal. J'ai créé d'ailleurs il y a 5 ans une association autour des métiers d'art. Et puis vice-présidente de la CPME. Voilà. Très bien. Alors une maison de couture concrètement, vous faites des créations, des collections? Voilà, j'ai réinventé les maisons de couture à l'ancienne des années 50. Je fais du sur-mesure. Donc après un début dans le milieu sportif, parce que je viens une ex-internationale de gymnastique, j'ai commencé par faire des tenues sur mesure dans le domaine sportif et artistique. Et puis j'ai vite glissé vers la mode parce qu'il me semblait, j'ai commencé à sentir ça dans les années 2010 où il y avait une volonté de personnalisation. Donc aujourd'hui, je fais du sur-mesure dans le milieu de la mode et toujours dans le sport également. Eh bien, très bien. Alors, si je peux me permettre, oui, ce que Caroline ne dira pas par humilité, c'est qu'elle pourrait aussi nous parler de l'acte extraordinaire qu'elle a fait pendant la période de Covid et la fabrication des masques et la distribution qu'elle a faite gratuitement. Je pense que tu pourras en parler. Vous avez fait des masques, alors vous aviez un peu de tissu, du savoir-faire, donc des masques. Oui, en fin de compte, lors du premier confinement, fermeture administrative comme beaucoup de nos entreprises, mais l'atelier pouvait fonctionner. Donc au départ, pré-période des mariages, je me suis dit, je vais pouvoir en profiter, je vais avancer sur nos robes de mariée, sauf que très vite, on s'est rendu compte que les mariages, c'était mort, il n'y en aurait pas. Et donc mes amies FCE, surtout, qui elles étaient encore en activité, donc les filles dans le milieu du nettoyage, celles qui étaient dans le milieu médical, etc., les traiteurs et bon nombre d'activités ont fait appel et m'ont demandé de leur faire des masques. Alors au départ, je ne souhaitais pas le faire parce que c'était compliqué. On ne connaissait pas les règles, on entendait tout et son contraire, donc je n'avais pas envie de me lancer là-dedans. Et puis quand j'ai vu qu'il y avait vraiment une urgence, une demande, j'ai fait des recherches. Et puis j'ai fait appel à la solidarité via les réseaux sociaux. J'ai créé un groupe SOS Masques et en quelques jours, je me suis retrouvée avec 60 bénévoles professionnels et amateurs qui ont créé des masques pour toute l'Occitanie, mais aussi pour l'étranger. On a fourni au Brésil, aux États-Unis. Vous avez réussi à en faire combien des masques? 9000. 9000 et on a créé une cagnotte à ce moment-là parce que je ne voulais pas vendre ces masques parce que pour moi, c'était pour protéger les gens. Et donc, par bienveillance, par solidarité, les gens ont mis de l'argent, effectivement. Et je me suis retrouvée avec une si grosse cagnotte que je me suis demandé ce que je pouvais en faire parce que mon entreprise était à l'arrêt, mais les personnes qui étaient à côté de moi étaient bénévoles. Donc, j'ai fait appel à des amis entrepreneurs, à 3 amis entrepreneurs, où j'ai glissé une idée. Et j'ai réinventé un système entrepreneurial qui est un atelier participatif dans le milieu du textile. On est aujourd'hui accompagné par la présidente de la région et on est en train de créer un tiers-lieu autour du textile qui a de grandes ambitions, oui, sur Montpellier, mais qui devient vraiment un lieu. Donc on fait de la production et on va faire des événements. Voilà, ça prend beaucoup d'ampleur. Ça montre votre capacité d'adaptation et justement, quand on préparait ce rendez-vous, vous me disiez, on parlait rebond, puisque c'est l'objectif de cette dernière table ronde de la journée, vous me disiez, voilà, ceux qui vont s'en sortir, c'est ceux qui ont été capables de réinterroger un petit peu leur modèle économique qui a été bousculé, donc qui ont été agiles. Bon, on voit que c'est un peu dans vos gènes. Est-ce que ce n'est pas dans le gène de tout chef d'entreprise, normalement, d'être adaptable, de s'adapter
Après, n'importe qui peut répondre. Je vous pose la J'ai question. envie de dire oui, j'ai envie de dire oui. Moi, je le suis et j'ai beaucoup de mes consoeurs et puis d'amis à la CPME ou ailleurs qui le sont. Et puis, il y a des gens qui attendent un peu trop et qui, malheureusement, voilà, on a parlé PGE. Oui, il y a des PGE, il y a des aides, il y a pas mal de choses mises en place, mais c'est vrai qu'il y aura de la casse parce qu'il y aura des personnes qui auront attendu, qui n'auront pas essayé de se poser des bonnes questions. Parce que moi, il me semble, j'en parle depuis très longtemps, moi je ne viens pas du milieu entrepreneurial, je viens du milieu du sport. Donc, il y a des points communs quand même. Il y a beaucoup de points communs, mais je veux dire, moi le sport m'a appris à savoir tomber pour rebondir. Quand on fait des échecs, on se remet en question et je pense que ça c'est une force de l'entrepreneur et bon, tout le monde n'a peut-être pas cette capacité, mais ceux qui l'ont en tout cas, on l'a vu là récemment sur une réunion CPME où il y a eu de très jolies histoires autour du rebond justement, où des entreprises se sont posées des questions et se sont réinventées. Voilà. Justement, je pense que c'est important de mettre des images. Alors vous, concrètement, dans votre entreprise, comment vous êtes réinventé? Je crois que vous avez un peu réorienté votre activité. Alors oui, alors moi, à la veille du confinement, en plus, je venais d'investir dans un second lieu destiné à l'homme, donc pour faire du sur-mesure pour l'homme. Donc la veille, je venais de faire mon inauguration en janvier, j'étais en train de communiquer, boum, le confinement arrive. Donc là, c'est sûr qu'il y a eu l'affaire SOS Masque qui m'a pris beaucoup de temps. Ça a été vraiment une grosse tourmente pendant 2 mois. Et puis quand on a été déconfinés, là je me suis dit, les mariages, là on a appris vraiment qu'il n'y aurait pas de mariage, qu'il y avait des conditions vraiment très tendues. Les fournisseurs étaient fermés. Donc nous, on était en retard dans la production, on ne recevait pas les matières, etc. Donc là, je me suis dit, il faut que là déjà, on cible la communication. Donc là, je me suis vraiment mise à travailler sur la communication. J'ai la chance, moi, d'être déjà opérationnelle. J'ai un site internet. Voilà, donc j'ai déjà la chance de ça. Et c'est vraiment que beaucoup, dans le domaine de l'artisanat, notamment, ce que je connais bien, il y a beaucoup de lacunes encore dans ce domaine. On va en parler avec Vincent Aguilera. Voilà. Et moi, je pousse mes proches dans l'artisanat à aller vers le site internet. Donc moi, je l'avais, il n'y avait pas de problème. Mais donc, du coup, j'en ai profité pour mettre l'homme, que je n'avais pas encore. Moi, je pensais plutôt faire de la communication interréseau, sur le présentiel, etc. Ce qui n'y avait plus. Donc là, il a fallu vite. Donc, on a fait le site, la partie homme, on a mis la traduction en anglais. J'ai pris une jeune fille qui m'accompagnait depuis 2 ans d'une école de commerce. Donc, je l'ai embauchée à la sortie du confinement. Je lui ai dit, écoute, allez, on y va. Et puis, on s'occupe des réseaux sociaux. Donc, je me suis mise sur LinkedIn. Enfin, on a vraiment ouvert le champ. J'ai fait une boutique en ligne pour vraiment mettre de la visibilité, même sur mes créations. Ça a fonctionné? Alors, la boutique en ligne, je l'avoue, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que je suis sur du haut de gamme. Et du haut de gamme, franchement, on aime bien le contact. Et puis, en plus, aujourd'hui, depuis le confinement, on ne sort plus. Voilà, même les messieurs, c'est plus aujourd'hui qu'on va s'acheter, on va vraiment avoir envie d'un costume. Donc j'en vends et heureusement pour les mariés, parce qu'il y a quand même quelques mariés, il y a quelques événements, mais bon, voilà. Mais du coup, ça rentre quand même dans la tête des gens puisque je suis visible. Et pour mes créations sur mesure, ce que je pense qui a été très bien, parce que du coup, j'ai beaucoup de rendez-vous aujourd'hui grâce à ça, parce que les gens m'ont vu aussi, parce que je poste régulièrement des créations que je fais en atelier. D'accord, donc très dynamique. Voilà, je communique énormément. Et je crois que vous avez aussi développé les retouches, ce que vous faisiez peu avant. On en faisait, mais du coup, les gens pendant le confinement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient chez eux, enfermés, ils ont fait du tri, ils ont fait du rangement. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient aussi des belles pièces, et que de les jeter, on parle du monde d'après, on parle d'upcycling, etc. Donc les personnes sont venues avec des très belles pièces et donc on fait un chiffre qui se développe sur la transformation et la retouche. Très bien. On reviendra ensemble sur ce qui s'est dit notamment à l'AG de la CPME 34 sur ces métiers qui ont su se réinventer. C'est important. Mais Vincent Aguilera, donc vous êtes le président de la Chambre des métiers de Haute-Garonne. Je voulais vous faire rebondir sur ce que disait Caroline. C'est vrai, les entreprises artisanales ne sont pas naturellement tournées vers le digital. Est-ce que c'est une des leçons de cette crise et d'être prêt pour le rebond dans le digital? Alors, tout d'abord, avant de répondre à votre question, Gilles Bousquet, j'ai envie de vous poser la question, de quel rebond parle-t-on? Ah ben oui. Est-ce que c'est le rebond
épidémique ou le rebond économique. On espère économique. Parce que aujourd'hui, nous sommes confrontés quand même à une situation sanitaire qui est catastrophique à nouveau, alors qu'on est en train de parler de plan de relance, d'éventualité de se retourner vers l'avenir et de dire on va rebondir économiquement. Oui, mais quelle est la visibilité à court terme? Elle est néante. Le plan de relance, si je puis me permettre, date du 3 septembre dernier. Ça fait 7 mois qu'on parle du plan de relance. Et donc ça fait 7 mois que les dispositifs de France Relance sont déployés sur le territoire, pensant qu'un jour ou l'autre, en fait, la crise sanitaire va enfin cesser pour laisser place au rebond économique. Force est de constater que c'est complètement le contraire. Et le président Samuel Sett, fraîchement élu, vous l'avez rappelé, réélu, vous l'avez rappelé Gilles Bousquet, l'a parfaitement dit tout à l'heure. On est en permanence en train de s'adapter et on ne sait pas quand est-ce que ça va se terminer, on n'a pas de visibilité, etc., etc. Donc, oui, moi j'ai envie de dire, on est prêt au rebond, mais à quel rebond? Voilà. Ce qui est sûr, c'est que je pense que nous sommes parés dans l'artisanat, dans les TPE-PME, à l'adaptation et à l'agilité. On ne peut pas être plus acculé que ce que l'on est aujourd'hui acculé par rapport à toutes ces contraintes qui s'imposent à nous. On va parler de la contrainte de fermeture administrative, où on vous empêche d'exercer la liberté d'entreprendre que vous souhaitiez faire depuis votre plus jeune âge. On vous impose juste de pouvoir ouvrir quand on aura décidé d'ouvrir. Donc on a toute une série de contraintes avec, bien sûr, les conditions d'hygiène, de distanciation sociale, etc. Je pense que, en tant que représentant de l'artisanat, les artisans ont énormément souffert au premier confinement. Énormément. Même si le secteur de l'alimentaire est resté ouvert, ils ont eu des pertes de chiffre d'affaires de plus de 50%, voire 70% pour certains. Et ce n'est pas en vendant des baguettes ou des flûtes qu'on arrive à générer un chiffre d'affaires d'une boulangerie qui fait, allez, on va dire 1 million, 1,5 million de chiffre d'affaires par des produits dérivés de type pizza, sandwich, etc. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis en place à la Chambre des métiers des dispositifs de soutien, d'accompagnement et d'aide. Dans un premier temps qui était focalisé sur l'économique, c'est-à-dire accompagner la survie des entreprises à une fermeture brutale de leur commerce et donc à une perte totale de chiffre d'affaires. Ensuite, on a déployé dans un deuxième niveau ce dont vous parliez, c'est-à-dire l'acculturation au numérique, savoir aujourd'hui passer le pas pour essayer de faire en sorte d'utiliser ce confinement pour apprivoiser le numérique dans son sens large du terme. Le numérique, c'est quoi? C'est, comme l'a dit madame, un site internet, un site de commercialisation. Ce n'est pas une vitrine commerciale où juste on affiche nos prix et nos produits et services. C'est savoir commercer, c'est savoir parler aux consommateurs, c'est savoir mettre en valeur ses produits et ses services, c'est faire de l'e-réputation, mais c'est aussi utiliser ces services numériques. Alors vous le disiez, oui, on a transformé autant que faire se peut. Combien vous avez accompagné d'entreprises dans une démarche digitale nouvelle ou première, on va dire? On a été missionné par le gouvernement et par Bercy, CCI France et MA France. Nous étions à 10 000 diagnostics numériques que nous devions réaliser. Nous, en CMA 31, nous en avons réalisé 280, presque 300. Les diagnostics numériques permettaient de faire l'état des lieux du diagnostic numérique des artisans. Et alors, cet état des lieux, vous en tirez quoi? Très en retard, moyennement en retard? On en tire qu'on était très en retard. Très en retard. Très en retard. On n'est pas là pour dire s'ils étaient en avance ou pas. On dit la vérité. On sait pertinemment que déjà les plans gouvernementaux disaient nos TPE-PME sont sous-dimensionnés au niveau du numérique pour pouvoir être compétitifs par rapport aux autres pays européens. Carole Delga, lorsqu'elle était secrétaire d'État en 2012, au commerce, à l'artisanat et à l'économie sociale et solidaire, parlait déjà dans ses communiqués de la numérisation du commerce et de l'artisanat et de sa nécessité. L'impérieuse nécessité, comme même a rappelé Samuel Sett. Donc, nous les avons accompagnés dans la formation, dans le déploiement d'outils et surtout dans l'utilisation de ces outils pour savoir commercer. Ça, c'était notre premier palier au soutien pour demain le rebond.
On reviendra sur les propositions que vous faites pour le rebond, pour qu'il soit amplifié, notamment pour les petites structures, notamment artisanales. Alors Thierry Julier, vous nous avez fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Donc, vous êtes le président de la CCI de Lozère, président également des CCI rurales de France. Alors, est-ce qu'on prépare le rebond dans un territoire rural comme la Lozère, comme on le prépare à Toulouse, en métropole ou à Montpellier? Ça se prépare ensemble, dans un réseau. Et je voudrais d'abord commencer le propos en disant que j'ai vécu une année 2020 extraordinaire. Je n'aurais jamais imaginé vivre un mandat de 5 ans avec cette situation. Et finalement, on sort plus riche intellectuellement de tous ces accidents, parce que là, on a vu quoi? On a vu la valeur des hommes, on a vu la valeur des structures. Et franchement, tout le monde, à sa place, a été au rendez-vous. Et c'est la force de l'homme. Donc je suis extrêmement bienveillant. Et puis, j'ai appris aussi à être sur le positivisme. Il y a les milliards, il y a les chiffres, mais après il y a la pensée, il y a le sens. On a changé d'histoire. On ne va pas sortir de cette situation intacte. On ne va pas retrouver le passé d'il y a 12-13 mois. Donc c'est un accompagnement. Et quand je dis qu'il n'y a pas que les milliards, ça veut dire que tout ce que nous sommes, la CPME, toutes les organisations professionnelles, la Fédé du bâtiment, les chambres consulaires, métiers, artisanat et agriculture, ont un rôle majeur d'accompagnement. Et je vais vous donner quelques exemples. Aujourd'hui, si on laisse, vous posiez la question du chef d'entreprise, est-ce qu'il a dans les gènes cette faculté à rebondir? Oui, dans les territoires, je vois ce qui se passe. Vous les laissez seuls, la relance, elle n'est pas là. Et il suffit aujourd'hui de regarder la vie. Vous ouvrez la télé, BFM, CNews, etc. Mais c'est à rentrer 6 pieds sous terre. Non, et puis il y a une tendance naturelle à garder le nez dans le guidon. C'est pas bon pour le moral. C'est pas bon pour le moral. Donc en fait, il faut trouver les mots positifs, les mots qui permettent d'avancer. Et on doit aller chercher le chef d'entreprise en lui disant, on est dans une économie de rupture, on est dans un moment où, il faut regarder les opportunités et changer d'histoire. Seul, il ne le fait pas. D'où la nécessité d'accompagner. Et c'est là où le réseau, que je connais forcément, celui des chambres de commerce, il est puissant, parce qu'il est territorialisé, parce qu'on a des collaborateurs partout sur le territoire. Et en Occitanie, je parlais avec le président régional tout à l'heure encore pour fiabiliser les chiffres, on est bien 800 sur le terrain. Il les faut, ces gens-là, aujourd'hui. On ne se pose plus la question à quoi nous servons. On sait que nous sommes, indispensables. Ah ben les plans de relance s'appuient bien sur les CCI et les CMA. Oui, mais quand je dis que les structures ont été au top, félicitations à l'État, qui a été à la hauteur en 2020 et qui l'est encore aujourd'hui. Retenons quand même que nous avons un secteur café, hôtel, restaurant qui est à l'arrêt. Il faut bien tenir les gens. Retenons également que la région a été à la hauteur et l'est encore. On n'a jamais connu ce plan, cette dimension d'aide auprès de l'entreprise. Je dirais qu'il y a aussi un volet qui est oublié. Les départements, on n'en parle pas. Moi, je connais le mien, mais il m'a accompagné économiquement. Il est au rendez-vous. Il est au rendez-vous sur un certain nombre de dispositifs, tourisme, RSA. N'oublions pas que nous avons des chefs d'entreprise, des commerçants, qui le touchent le RSA, et qu'il faut maintenir dans l'activité économique. On est là. On est là. Donc en fait, la valeur des hommes, la valeur des structures a été révélée. Alors là, les structures, justement, la vôtre, vous disiez, le chef d'entreprise, il est prêt à rebondir, mais il faut qu'il se sente un peu accompagné. C'est ce que vous avez fait, vous avez décroché votre téléphone et vous avez appelé combien 700, plus de 700 chefs d'entreprise? Dans mon seul département, oui. 714 chefs d'entreprise, commerçants, indépendants, ou peu importe les activités, les 3 secteurs, le service, le commerce, l'industrie ont été appelés. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que vous avez des projets dormants, vous avez des projets enfouis. Mais en plus, une fois que la crise arrive, ils sont enfouis encore plus. Et c'est un tort, c'est là où il faut véritablement les sortir. Et c'est à nous d'expliquer un petit peu quel est le retournement que l'on est en train de vivre. J'ai beaucoup apprécié ce que tu as dit, à savoir que
et tu l'as relevé Vincent aussi, c'est le commerçant est devant une nouvelle situation. On a appris en 2020 aux clients à cliquer. Ah ben oui, click and collect, etc. Il fallait cliquer, on était fermé. On a appris au client à cliquer, il recliquera. Souhaitons que ça ne soit pas chez Amazon, il faut que ce soit chez nous. Donc il faut qu'on soit dans ce rendez-vous. Si vous laissez le commerçant tout seul, il ne va jamais rentrer sur un site marchand. Ou alors il va y rentrer et puis il va se planter parce que les prérequis ne sont pas là. Il faut aujourd'hui accompagner ce mouvement et dire, voilà, il y a des étapes. Et on ne rentre pas dans une offre marchande en disant c'est l'accessoire au principal. On y rentre parce que c'est un nouveau métier. Et on n'y rentre qu'avec la perfection. Si vous voulez photographier un pantalon avec votre smartphone et le poser sur le site marchand, vous vous plantez. Ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Il faut un pro. Si vous ne regardez pas votre image pendant 4 jours, votre site, il est blacklisté, il passe aux oubliettes. Donc ça, c'est un accompagnement qu'on sait faire. Donc ça veut dire que vous avez pris un DigiPilote, c'est ça? On a pris un DigiPilote et avec Dicresenso, on a souhaité qu'il y en ait donc à minima un par département et 2 dans les agglos. Alors plutôt que de distribuer de l'argent, on a préféré faire ainsi, comme ça chaque territoire, et particulièrement les ruraux, sont dotés. Et ils ont le rôle d'aller dans les centres-villes en particulier, et de passer les accompagnements qui suivent les appels sortants que nous avons menés pour faire ce travail-là. Et notre espoir dans mon modeste département, qui est le plus petit de France, je le rappelle, j'ai 4600 ressortissants, 1000, pardon, il faut être précis, 1897 accompagnements sur l'année 2020. C'est du jamais vu. C'est un bon ratio. À tel point, écoutez bien, j'ai dû faire appel à 4 collaborateurs du département de la Lozère, d'un service particulier, pour venir en appui, tellement il y avait des journées où on ne passait pas. C'était, je vous dis, une année extraordinaire. Et la relance, c'est aussi des projets industriels. Et justement, ces fameux projets que vous avez sortis de terre en appelant vos ressortissants, en disant voilà, vous avez un projet, mais il existe des aides France Relance, des passes de la région. Est-ce que ça permet de faire émerger des outils de relance? Parce que pour votre territoire, c'est ça? Alors, plusieurs points de réponse. Le premier, il y a les contrats, les passes, Occitanie, sur lesquels, franchement, c'est une réussite. Et le taux de pénétration, de ces passes, de ces contrats, dans les territoires ruraux est encore plus important que dans les grands territoires. Métropole. Et je pense que c'est lié à la qualité de l'accompagnement de nos territoires. Je suis président des CCI Rurales de France, je parlais avec mon homonyme de la Meuse et de Meurthe-et-Moselle, c'est très loin, mais ça se ressemble tellement avec les Alpes d'Haute-Provence ou avec la Nièvre, qu'on peut faire des similitudes. On a véritablement des secteurs qui se mettent à réinvestir. On parlera après du gros projet que vous avez accompagné. On en parlera après. Ces secteurs qui se remettent à investir sont des secteurs qui... alors la construction aujourd'hui, elle investit beaucoup. J'accompagne beaucoup d'entreprises qui vont investir dans des banches super modernes qui permettent de faire des gains de productivité. J'ai là ce matin même quelqu'un qui veut investir dans une plieuse inox. C'est quelque chose qu'il n'aurait pas eu comme idée si on n'avait pas été le rencontrer. Et lui, il a compris que c'est maintenant qu'il faut faire l'investissement. Parce que c'est maintenant qu'on est accompagné. Et puis c'est aussi maintenant qu'il faut répondre au client et d'une autre manière. Parce que le client, il a changé. Et non seulement il a changé, mais en plus, il a envie de sens. Il va falloir aussi donner du sens écologique, du sens éthique. Voilà. Et quand on parle de relocalisation, nous avons posé la question, je finis, je suis long, je sais. Non, mais vous êtes passionnant. J'ai posé la question, j'ai posé la question à des ressortissants, je leur ai dit, mais nous, dans notre petite Lozère, qu'est-ce qu'on peut relocaliser comme activité? Ben, figurez-vous que dans l'activité du bois, on est avec un potentiel énorme. Vous savez, dans l'agriculture, on a des broutards qui partent en Italie, et c'est l'Italie qui prend la marge. Nous, on est ce qu'on appelle des naisseurs. Voilà. Ben, c'est pareil dans le bois. Le bois en Lozère, c'est une activité majeure. On fait partir nos essences, mais elle est où la transfo? La valeur ajoutée est exportée. Elle est en Chine, elle est au Brésil. Ben, on a compris maintenant qu'il fallait revenir. Et nous avons des clients qui disent, mes panneaux agglomérés, demain, je veux qu'ils soient fabriqués d'une manière éthique. Je veux qu'il y ait du sens, je veux qu'il y ait du circuit court.
Le circuit court, c'est pas que de l'alimentaire. Il faut faire attention là-dessus, je me permets, Allez-y, oui. pardon. Il faut faire attention, ce discours volontaire, il est indispensable. Il le faut. Il le faut. Mais il faut cependant être lucide par rapport à un certain nombre d'éléments. Combien de tes clients sont prêts à acheter plus cher un produit ? Il y a forcément un écart entre ceux qui vont répondre oui dans une enquête d'opinion et ceux qui répondront oui en te faisant un virement. Ça, c'est le premier élément. C'est la même chose avec la nourriture. Quand on parle de la nourriture bio ou du circuit court, et d'ailleurs en faisant un amalgame entre le bio et le court, ce qui n'est pas forcément assimilable, un grand nombre, dans un pays comme le nôtre, qui, par sa chute lente et irrémédiable économique, laisse faire que près de 10% à peine de la population gagne plus de 3 000 €, je ne suis pas sûr que les gens soient prêts à payer de la nourriture beaucoup plus chère que celle qu'ils achètent au supermarché. Je pense que ceux qui achètent dans un supermarché, qui achètent de la nourriture de mauvaise qualité, ils ne l'achètent pas par plaisir, ils le font par nécessité financière. Donc, je pense qu'il faut être très attentif en tant que chef d'entreprise. On est là pour faire des offres, mais on est aussi là pour s'adapter aux attentes de nos clients. Et je pense que la problématique de la relocalisation, c'est un véritable sujet sur lequel il faut y aller à pas de loup. C'est-à-dire que la relocalisation, ici dans le 31, on la connaît, elle est essentiellement autour de l'aéronautique. L'aéronautique, quand votre donneur d'ordre vous demande d'appliquer des baisses de coûts de production de 30% et que la plupart de vos concurrents ou collègues se sont établis dans la zone franche de Tunisie ou du Maroc ou dans les pays de l'Est, à un moment donné, vous pouvez vouloir vous rétablir en France, vous êtes tout de même, que vous le vouliez ou non, dans le pays avec le premier, c'est le premier pays des OCDE en taux de prélèvement obligatoire, avec un taux de charge qui, rappelons-le, sur les salaires, s'applique à 100% de charge sur le net. Et donc, à un moment donné, il va bien falloir que quelqu'un le paie. Donc, je pense qu'il faut être très attentif. Le Covid va nous faire nous interroger, ça a été dit, on me le partage ça, nous interroger sur notre démarche, sur le produit, sur la typologie de produit. Il faut cependant bien distinguer ce qui relève des changements qui sont conjoncturels de ceux qui sont structurels. Pour être très schématique et pour terminer, les Zooms, les visios, c'est conjoncturel ou c'est structurel ? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes si sûr que ça qu'il n'y aura plus de réunions ou d'avions aller-retour Paris-Toulouse ou Paris-Montpellier en TGV, puisqu'ils ont la chance de l'avoir, aller-retour dans la journée ? Moi, je ne suis pas sûr. C'est que le premier va se faire en visio, et puis quand le concurrent il verra que son commercial, lui, est allé en direct vendre le produit, on verra s'il ne se déplacera pas aussi. Donc je pense qu'il faut, ce n'est pas ton cas, Thierry, ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais il ne faut pas faire preuve d'angélisme. Il faut être pragmatique. C'est-à-dire que l'entreprise, elle va pour ce qui est le mieux pour elle. Et si le mieux pour elle, pour remporter des contrats, c'est d'aller en avion, en aller-retour dans la journée, elle ira en avion, en aller-retour dans la journée. Et si on lui interdit les vols de moins de 2 heures, eh bien elle passera par le hub de Madrid, de Barcelone, ou etc., etc. Donc, à un moment donné, il faut aussi réinterroger les choses, mais 98,6% des entreprises qui ont moins de 50 salariés, elles n'ont pas entendu la RSE ou elles n'ont pas entendu de donner du sens. Du sens, elles en ont tous les jours. D'accord ? Quand tu fais tes robes ou quand tu parles sur quelque chose de sur mesure comme tu l'envisages, je veux dire, donner du sens avec la volonté de la démarche, de la chose bien faite au sens artisanal, au sens noble du terme, y a-t-il besoin de donner du sens ? À part un grand groupe qui est tellement mastodonte qu'il doit se donner du sens à son action, les entreprises nous ont fait de la RSE au quotidien en réalité. Et donc je pense que tous ces éléments-là, je vais dans ton sens, doivent être interrogés, doivent être remis sur la table, mais je ne pense pas qu'il faille tout jeter d'un revers de main sur ce qui a été fait. Je pense qu'il faut surtout qu'on s'interroge, est-ce que c'est définitif ? Est-ce que les changements sont liés à la situation que l'on vit ? Un peu comme une crise de foi, promis, je ne boirai plus. Et puis une fois que la crise de foi est passée, allez vas-y, fais péter un peu de calva, qu'on reparte pour une bonne soirée, tu comprends ce que je veux dire ? Exactement. Frédéric Carré, il y a une chose qui a changé pour vous, ou qui va changer dans quelques mois, c'est la fameuse réglementation du bâtiment. La RE 2020. Alors on voit la profession a alerté sur le surcoût à la construction et puis au final, ce que disait Samuel Sett, c'était pour reboucler, au surcoût sur les logements qui seront livrés parce qu'évidemment, on isole mieux, c'est des bâtiments plus vertueux, mais ça coûte un peu plus cher en matériaux, un peu plus cher en main-d'œuvre. Donc est-ce que vous aussi, vous voyez une nouvelle société qui essaie d'apparaître, mais qui a quand même des contraintes au final en termes de prix ? Juste un petit mot sur l'innovation, avant de parler de la RE 2020. L'innovation, la relance passera par l'innovation. La croissance passe par l'innovation. Et là, la relance passera par l'innovation. Par contre, et ça, la région l'a bien compris. Nos entreprises, je parle du bâtiment, mais
apparemment, j'ai cru comprendre, c'était un petit peu toutes les entreprises. On avait déjà subi ce virage de la mutation numérique, on y était déjà. Cette crise est un facteur accélérateur. Et la région l'a bien compris avec les passes relance, les passes rebonds. Tout ça, c'est bien, ça incite les entreprises justement dans ces moments difficiles à pouvoir investir et à se projeter dans le futur. Ça, c'est très important. L'innovation, nous, on y croit. Par contre, attention, une entreprise de demain qui est innovante, c'est une entreprise qui aujourd'hui a survécu. Voilà, donc le curseur, il faut le mettre justement entre ce qu'on met pour que les entreprises innovent et se projettent, mais aussi maintiennent de l'activité en ce moment. La RE 2020, gros problème pour notre corporation, pour le monde du bâtiment. RE 2020, c'est la réglementation environnementale 2020. On travaille depuis longtemps sur des méthodes qui s'appellent E+, C-, donc des bâtiments qui sont économes en carbone et qui sont économes aussi en énergie. Là, le gouvernement a changé la méthode pour une méthode dynamique. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais le bâtiment, on n'est pas contre le fait qu'il faut qu'on utilise moins de carbone, qu'on lutte pour l'environnement, etc. On est pour ça. Mais là, c'est un changement brutal de méthode qui aurait, si on va au bout, comme implication le fait que dans 3 ou 4 ans ou 5 ans, toutes les maisons, par exemple, individuelles, seraient construites en bois. On n'est pas contre le fait que le bois, c'est un matériau biosourcé, économe en carbone, etc. Mais il faut laisser le temps à la profession de s'adapter. Il faut veiller à une mixité des matériaux. Aujourd'hui, 6% des maisons sont en bois. Elles ne peuvent pas, en 3 ou 4 ans, alors qu'on construit depuis la nuit des temps en béton, on ne peut pas dire tout sera en bois demain. Qu'est-ce qu'on dit au maçon qui est en Lozère, qui construit les maisons en parpaing depuis toujours? On lui dit, dans 3 ans, tu les fais en bois. Alors oui, il va falloir innover, s'adapter, etc. Est-ce que les entreprises vont être capables? Non, il faut Je trouve un exemple particulièrement malvenu, c'est assez insultant de dire... Non, mais pas Il a raison, il a raison. On le voit déjà. Dans tous les territoires, le bâtiment, il y en a partout. Je dis ça parce que des entreprises de bâtiment, il y en a sur tous les territoires. Même quand il n'y a plus de poste, plus d'école, il y a déjà une entreprise de bâtiment. La ministre Vargon vous a accordé des délais de grâce, on va dire. Exactement, Mais heureusement. est-ce que vous craignez que ça freine la reprise, la mise en œuvre de cette nouvelle réglementation? La relance, puisqu'on parle de ça. Oui, il faut faire attention. On va parler tout à l'heure des permis, tout ça. On est en situation difficile. Arrêtons pendant cette période de crise sanitaire qui va se transformer en crise économique gigantesque, de nous rajouter des complexités. Oui, il faut qu'on y aille, il faut qu'on engage une démarche, mais en concertation avec les professionnels, et pas inventer des lois et faire n'importe quoi, et dire maintenant c'est comme ça. Mixité des matériaux, etc. Attention, il faut donner des perspectives aux entreprises. Demain, je reprends le maçon, puisque c'est le pire, je veux dire, demain les maisons seront en bois. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il n'investit plus, lui, parce que demain il n'a plus de boulot. Il ne forme plus les jeunes. Enfin, qu'est-ce qu'on en fait? Donc attention vraiment à ce qu'on fait. Il faut laisser du temps au temps. Bien sûr qu'il faut qu'on lutte pour faire en sorte qu'il y ait moins d'émissions de carbone, mais par contre, il faut le faire en concertation. Attention. Alors tout à l'heure, on va revenir sur les propositions des uns et des autres, et je sais que Vincent, vous en avez pour amplifier la relance. Caroline Bouvier, je voulais qu'on revienne sur ces exemples d'entrepreneurs qui ont réagi positivement pendant cette crise sanitaire. Vous me disiez qu'à l'AG de la CPME 34, il y avait eu par exemple un pépiniériste qui travaillait pour l'événementiel. Le pauvre, on imagine bien que son chiffre d'affaires a disparu du jour au lendemain, mais du coup il avait un peu pivoté, comme on dit, c'est à la mode de dire pivoter, en fait, il a trouvé un nouveau débouché, un nouveau produit. Il s'est lancé dans la décoration intérieure, et notamment avec des murs végétaux. C'est ça. Je crois que c'est en mettant des mots sur des exemples de retournement qu'on peut montrer que les chefs d'entreprise savent se réinventer. Il y a ça, et puis il y avait un autre exemple, un ébéniste. L'ébéniste qui a fait des parois en plexiglas, et puis au départ c'était pour aider les entreprises, notamment les commerces, etc. Et puis il a vu qu'il y avait vraiment du travail, il a été débordé, il a même embauché. Donc il s'est posé la question, et du coup il a ouvert une autre cellule de fabrication qui est de faire des parois en plexi pour les open space.
Voilà. Et il a dit que c'était vraiment une activité qu'il allait rajouter, qu'il avait rajouté dans son panier et que ça fonctionnait très bien. Et vous, l'après, comment vous l'imaginez? Là, on a vu, vous nous avez expliqué que vous aviez développé la retouche, que vous aviez musclé un petit peu votre stratégie digitale. Ça veut dire que demain, quand la reprise est là, vous allez retrouver, on l'espère, le chiffre d'affaires d'avant et vous aurez ce surplus, ces nouvelles activités. Ça veut dire que peut-être à N+2, vous serez plus gros. J'espère, je le ressens. Alors, je voudrais rebondir justement par rapport aux uns aux autres, notamment avec le propos de Samuel Seth sur tout ce qui était justement éco-responsable et tout le côté bio. Nous, dans le milieu du textile, on l'a ressenti et comme tu le disais, on n'a pas attendu Covid pour faire de la RSE. Mais ce qu'on a ressenti, c'est que vraiment le public, les gens extérieurs avaient pris conscience d'un artisanat peut-être qu'ils ne voyaient pas forcément. Ils ont envie, on le ressent et je le vois moi encore plus sur l'atelier des nouvelles grisettes donc, qui émerge du SOS Masque où je reçois de toute la France de plus en plus des entreprises qui sont en train de repenser fabrication française et locale, qui ont suivi l'affaire SOS Masque parce que j'avais plus de 3000 qui me suivaient, je crois même encore plus sur les réseaux sociaux. Donc des gens qui ont suivi l'aventure, des créateurs, des stylistes et qui viennent à moi maintenant parce qu'ils ont aimé l'aventure et ils ont envie de nous suivre. Et ce que donc ça, excusez-moi, c'est une chose, mais il y a aussi sur les matériaux, ce que disait monsieur, sur les matériaux, on a tous envie de matériaux naturels, donc les maisons en bois. Mais nous, on a le même problème dans le milieu du textile. Aujourd'hui, les gens viennent pour acheter du bio, ils viennent acheter des matières naturelles, ils viennent consommer, ils veulent plus consommer de cuir. Alors la mode est aux cuirs végétaux, mais les cuirs végétaux, il faut savoir qu'il y a des complexités. Donc on a fait à tout va aussi, et nous on ne peut pas répondre à cette demande parce que déjà on ne sait pas les utiliser en fabrication de vêtements. Ça demande des techniques particulières, des outils spéciaux. Il y a des problèmes de retouche, on ne peut pas les retoucher de n'importe comment. Et puis, on a des problèmes pour les acheter. Donc, ça, c'est des complexités. On va parler de la Lozère, un ami, la maison Tuffry. Oui, voilà. Oui, les jeans. Les jeans Tuffry qui ont su, pendant Covid aussi, se réinventer. Ils ont développé encore plus le chanvre, la culture de chanvre. Enfin, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Est-ce que l'item prix, ce que soulevait Samuel Seth, parce que ces produits vont être forcément plus chers, plus faits localement, alors, des il y a effectivement moindres. une connotation prix, c'est certain. Mais aujourd'hui, il y a aussi un changement de comportement. Les gens ont envie de mieux se nourrir, donc ils vont moins peut-être se nourrir, mais mieux. Ils vont aller chercher davantage de bonnes choses. Ça, on le ressent aussi, la vente du marché, tout ça. C'est en train de rentrer dans... Et les agriculteurs, comme nous, les artisans, on fait aussi abstraction. Peut-être qu'on voit à la baisse nos chiffres d'affaires, enfin, pas notre chiffre, mais nos marges, c'est surtout nos marges. On n'en a jamais eu vraiment beaucoup, mais c'est vrai que... Mais peut-être qu'en faisant des plus petites marges, on attire une autre clientèle qui vient plus à nous. Et les gens se rendent bien compte. Moi, quand je vends une robe de mariée, elle n'est pas forcément plus chère que la robe qui est vendue en prêt-à-porter. Mais je ne fais pas autant de marges. Il y a des marges qui sont à x6, x7. Ah oui. Nous, on fait des petites marges. Et ça nous amène du monde. Mais c'est une politique de communication. Il faut le faire savoir. Voilà, parce que les gens sont persuadés que quand ils vont chez l'artisan joaillier, créateur, chez la couturière qui a sa maison de couture, ou chez le créateur de je ne sais pas quoi, l'ébéniste, ou voilà, je pourrais vous en citer des tas, eh bien, ils sont persuadés qu'ils vont se faire assassiner. Mais qui assassine aujourd'hui? C'est souvent les marques. Caroline, ce que tu dis, mais notons que d'un point de vue économique, c'est compréhensible ce que tu dis, parce que tu parles de, comme par hasard, tu parles quand même de métiers et de façons à forte valeur ajoutée. Ouais. Et donc, dès lors qu'il y a de la forte valeur ajoutée humaine, hein, par définition, pas robotisée, humaine, alors dans ce cas-là, on est compétitif en termes de prix, il n'y a pas de sujet. Mais ceux qui est en capacité de pouvoir se payer du sur-mesure ou de se payer des meubles de chez l'ébéniste, pour l'instant, les seuls ébénistes que l'on connaisse, ils sont suédois et ils ont des grands parkings à plusieurs étages. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que moi, personnellement, d'un point de vue économique, c'est pas moi personnellement, c'est les études que j'ai lues autour de ça, laissent apparaître que non, les gens n'auront pas envie de moins manger, non, les gens n'auront pas envie de moins consommer.
ne serait-ce que dans le monde dans lequel nous vivons, où par Internet et par tout un tas d'autres choses, par un certain nombre d'habitudes, tout va plus vite, plus fort, et où là justement cette attente du produit extraordinaire, exceptionnel, n'est pas supportable. Donc moi je suis d'accord avec toi pour 10 ou 15% de la population qui ont largement les moyens de manger mieux et pas moins. Mieux, donc c'est-à-dire de dépenser plus, mais je pense qu'il faut, on ne va pas tout focaliser sur la nourriture, mais c'est valable pour la consommation au sens large du terme. Et d'ailleurs, un grand nombre d'industries françaises se sont cassées les dents là-dessus. Quand il s'est agi de s'interroger sur le modèle économique de Peugeot ou de Renault, on a bien vu, est-ce que c'était la sortie par le haut, avec justement une plus forte valeur ajoutée, mais il y avait l'image qui ne suivait pas, ou est-ce qu'on était plutôt sur un travail à la Dacia, etc., etc. Donc je veux dire, nous on doit être très attentifs là-dessus et ne pas se tromper de chemin. Je ne dis pas que celui-ci ou un tel ne serait pas bon. Je dis simplement que on vit une crise sanitaire et donc économique. Comme ça a été dit et comme tu l'as dit Frédéric, pour l'instant on a eu le droit de s'endetter. On a eu des reports de charges, on a eu des PGE, on a eu des reports de loyers quand on a pu avoir des discussions avec nos bailleurs, etc. etc. Donc il va bien falloir à un moment donné qu'on crée de la richesse pour pouvoir commencer à rembourser cette trésorerie. On a un traitement de trésorerie, maintenant on doit avoir un traitement de marge. Alors justement, Vincent, vous avez une proposition, en tout cas pour amplifier la relance. Vous me disiez en préparant ce rendez-vous, voilà, Frédéric l'a dit, des entreprises qui investissent, c'est d'abord des entreprises qui ont survécu. Et pour survivre, vous proposez notamment d'effacer ou d'exonérer, en tout cas partiellement, toutes les charges qui auraient pu être contractées pendant la crise Covid. Est-ce que ça, c'est un message que vous portez auprès des institutionnels, de l'État, de Bercy? Est-ce que c'est un message qui peut être entendu? Il n'y a pas que moi qui le porte. Tout le monde le porte. Tout le monde demande à ce qu'il y ait des effacements parce que l'endettement est tellement important, 25% de notre chiffre d'affaires, que jamais une banque anté-Covid nous aurait financé 25% de dette de notre chiffre d'affaires pour développer. Possible. Et là, c'était possible. Bon, parce qu'ils sont capés à 90% par l'État. Juste un chiffre, 47,7 milliards d'euros, ce sont les PGE contractés par les TPE sur notre territoire et 519 000 entreprises. Sur ces entreprises, un tiers ont fait jusqu'à 30 000 et le reste jusqu'à 60 d'emprunt, d'endettement. Donc, on voit bien que de toute façon, il va falloir les rembourser. Elles vont avoir du mal à le rembourser, ces PGE? On ne sait pas, puisqu'on n'a pas de visibilité sur l'avenir. Moi, j'ai envie de vous dire, si l'économie reprend anté-Covid, plus une hausse de croissance de chiffre d'affaires grâce, moi je parle de l'artisanat et du commerce de proximité, au physique et au digital, là on pourra imaginer que oui. Mais si on amoncelle des contraintes pour la restauration ou pour d'autres commerces en disant vous ne pouvez pas rentrer à plus de 4, alors qu'hier on était 15. Vous ne pouvez pas vous installer sur cette terrasse à plus de 10 alors qu'on pouvait en mettre 30. Et on va avoir une contrainte forcément de production et donc de chiffre d'affaires et on ne pourra pas être en mesure de rembourser ces PGE. Alors quand je parle d'effacement, Samuel Sett l'a dit, on a reporté nos charges sociales. On m'appelait Samuel, ça fait juste 25 ans qu'on se connaît. Hein. Samuel. Samuel l'a dit, on a reporté nos charges sociales de façon exemplaire. L'URSSAF n'a jamais reporté au-delà, jusqu'à 36 mois. Il faut le souligner aussi. On a une URSSAF, nous, en région qui est, puisqu'elle est Midi-Pyrénées toujours. Et puisqu'elle est présidée par la CPME. Et elle est présidée par la CPME, exceptionnelle. Le problème, c'est pas tant le report, c'est est-ce qu'une exonération est possible ou pas? Une exonération, elle n'est déjà possible dans les textes pour certaines activités fortement impactées. Et elle est possible à partir du moment où on demande aux URSSAF, mais pas au fiscal, pas à l'administration fiscale. Celle-ci, elle ne sera pas effaçable. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il va falloir au bout d'un moment faire un compteur à zéro, un erase, pour qu'on puisse repartir sur une base solide. Tout à l'heure, ça a été dit. On nous fait faire du fractionné, du stop and go. Allez, on s'arrête, vite, il faut reprendre. Mais au bout d'un moment, à force de faire du fractionné, on va faire une crise cardiaque. Donc si elle ne va pas à pas, et si on n'accompagne pas, la thématique c'est le rebond. La relance dans le rebond, et c'est ce qu'on fait tout à l'heure, je vous taquinais gentiment en disant... Quel rebond? Quel rebond. Et puis on parle de la relance depuis le 3 septembre. Mais c'est bien en fait. Pourquoi? Parce qu'on prépare les entreprises à cette capacité
d'accepter tous les dispositifs, d'avaler tous ces dispositifs, parce qu'ils sont nombreux. Ça a été relevé par Frédéric Carré tout à l'heure sur la transition écologique dans le bâtiment, la rénovation des bâtiments. Mais on peut parler aussi de la transformation numérique de toutes les entreprises. On peut parler aussi du dispositif emploi dans lequel il y a l'aide au contrat et l'aide à l'apprentissage, le plan compétitivité de nos entreprises. Là, on passe de l'industrialisation, etc., de la relocalisation, mais aussi la cohésion des territoires. Et la cohésion des territoires, on n'en parle pas souvent puisqu'elle s'adresse essentiellement aux institutionnels. Et c'est important car eux-mêmes peuvent engager des dispositifs de France Relance à travers différentes mesures qui permettent de relancer le commerce et l'artisanat, avec des financements, des moyens financiers dont ils n'ont pas forcément connaissance. Donc c'est en préparant tout ce monde-là et en y allant pas à pas qu'on peut et qu'on pourra arriver à relancer l'activité. Frédéric Carré, alors je sais que vous allez me dire quelque chose, mais moi j'ai une question. Est-ce que l'exonération, c'est quelque chose que porte la fédération? Je vais répondre aussi à la question de cette exonération et plus précisément, est-ce que les entreprises vont pouvoir rembourser? Quand on prête 25% du chiffre d'affaires et qu'on sait qu'une entreprise de bâtiment fait en moyenne 1% de résultats à 2%, comment en 5 ans elle rembourse? On prend une calculatrice, on a vite fait le calcul. À moins qu'on pense que demain, on gagnera plus que hier. Ok, je ne le crois pas. Avec les mesures quand même, barrières qu'on a, tout ça, ça a un coût. Les mesures sanitaires, le travail phasé de façon différente, où il n'y a pas une coactivité qui est à gérer, etc. Donc on ne gagnera pas plus demain, ok, en tout cas pas immédiatement. Peut-être qu'avec l'innovation, oui, c'est peut-être la clé, mais attention à la temporalité de tout ça. Donc le remboursement de ces PGE, ça va être très difficile parce qu'à contrario de gagner plus, je pense qu'on va même gagner moins. Parce qu'aujourd'hui, il y a un climat anxiogène. Les entreprises ont peur de rien avoir à faire demain. Donc qu'est-ce qui se passe quand il y a un climat anxiogène et qu'on a peur de ne pas avoir de travail demain? Eh bien, on casse les prix. Et donc il va y avoir moins de volume, avec des marges encore plus faibles, avec des PGE à rembourser, plus des charges qui ont été reportées, tout ça. Donc oui, vraiment très très attention. Exonération, pourquoi pas? Par contre, attention là aussi, parce qu'il y a des entreprises qui sont saines et qui n'ont pas eu recours à ces PGE, donc il faut faire attention à l'équité. Si on annule des charges pour certaines entreprises qui ont pris du PGE, il faut aussi l'annuler pour leurs concurrents, parce qu'il faut qu'il y ait une concurrence saine et loyale. Mais attention à tout ce dispositif d'aide qu'on a mis en place. Il a été génial. Il a permis à toutes les entreprises de survivre jusqu'à aujourd'hui. Mais attention, si on le coupe trop brutalement, eh bien on va avoir un effet inverse et tout va tomber. Thierry Julier, justement sur cet arrêt des aides qui visiblement doit être progressif, vos ressortissants, quand vous les rencontrez, vous disiez tout à l'heure, la région était au rendez-vous, l'État était au rendez-vous. Est-ce qu'aujourd'hui, comment on gère un petit peu cet arrêt des aides? Frédéric a tout à fait raison. S'il y a de la temporalité, si on laisse du temps, on aura un avenir radieux. Oui, on aura passé ce cap-là. Ça veut dire que l'État doit accepter un étalement peut-être plus progressif? Mais j'ai confiance. Encore 2 ans, 3 ans, 4 ans? J'ai confiance parce que tout le monde est à l'écoute du monde économique comme il ne l'a jamais été. On est en train, grâce un petit peu à cette crise, de découvrir comment fonctionne l'entreprise. Et on y rentre dans l'entreprise comme on n'y est jamais rentré. Je ne suis pas inquiet pour ça. Il y a beaucoup plus de proximité entre les deux mondes, le monde des décideurs politiques, et le monde économique, que dans le passé. Donc, il ne faut pas douter de ça. Personne ne jouera l'un contre l'autre. Et nous sommes tous conscients aussi que nous dépendons d'investissements massifs de l'État. Le bâtiment en a besoin. Parce qu'on ne pourra pas vivre, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure avant de démarrer, on ne pourra pas vivre qu'avec un artisanat de TPE de 4-5 salariés qui fonctionne à fond en ce moment et qui a un carnet de commandes plein pour 1 an, voire 2 pour certains. Et pourquoi? Parce que il fonctionne bien, parce qu'il y a une commande privée qui est forte. Et il y a quelque chose dont il faut parler aujourd'hui. C'est le matelas. L'épargne. Le matelas. Vous voulez mobiliser les 200 milliards d'euros d'épargne? Il faut aller les mobiliser. Et j'ai anticipé ce sujet-là. Alors racontez-nous tout. Je crois que c'est votre projet avec Arcelor. J'ai une belle petite histoire à vous raconter. Elle n'est pas si petite que ça à l'échelle de mon territoire, mais voilà. Nous étions devant quelque chose qu'on risquait de perdre. C'était ArcelorMittal, Saint-Chély-d'Apcher. 120 000 tonnes produites. Et là aussi, une transformation. Combien de salariés?
c'est 220, entre 200 et 220. C'est important pour la Lozère. Voilà. Donc oui, c'est énorme pour Saint-Gilles-d'Apcher, surtout parce que derrière, il y a toute la sous-traitance, le transport, il faut transporter les coils de fosse pour les amener sur le site, et puis après, il y a la production finie qu'il faut faire aboutir partout en Europe. Et donc, c'est l'industrie numéro 1. Nous étions en compétition, nous le savions, avec Dunkerque, parce qu'il faut maintenant se mettre à produire des aciers électriques à grains non orientés. En français, ce sont des aciers qui vont rentrer dans les moteurs électriques de voitures. Donc c'est l'acier de demain. Hein. C'est l'acier de demain. Et compétition avec Dunkerque et compétition, Arcelor est un groupe mondial, avec forcément l'Allemagne qui avait besoin de l'appui peut-être de Dunkerque plus que d'un pays un peu improbable qui est notre cocagne, on va dire. Donc nous pensions qu'une société mixte lozérienne pouvait faire l'investissement. Le problème, c'est qu'elle l'avait déjà fait une fois pour cette même entreprise et elle ne pouvait pas le porter 2 fois. Là, j'ai dit, on est planté, on a perdu. Mais vous avez rebondi. Mais voilà, dans la CCI de la Lozère, on a réfléchi entre quelques élus et on a dit, pourquoi on ne ferait pas de l'investissement local. Autrement dit, le fameux circuit court dont nous parlions, on a dit on va aller chercher des investisseurs lozériens et on leur a dit quoi? On leur a dit, il n'y a pas que le livret A dans la vie. Donc vous leur avez offert un bon rendement? On leur a dit, voilà, il faut peut-être réfléchir à investir dans une entreprise qui est mondiale mais qui existe localement. Et allez, on y va. Je suis allé chercher, avec des amis, 16 investisseurs et nous avons constitué la base de capital de départ qui a permis de lever 13,2 millions d'euros. La base de départ, c'était 1 million. C'était 1 million. Alors bon, on voulait faire moins parce que c'était compliqué d'arriver à 1 million. On a eu le concours de l'ARAC, qui est l'agence régionale, et franchement, la présidente a fait tous les efforts qu'il fallait pour y arriver. On a eu la garantie aussi de la région Occitanie. C'est un projet super innovant, mais qui doit faire sens pour toute notre région, parce qu'il faut aujourd'hui aller chercher la croissance, chercher la relance, pas que par les milliards, mais en allant capter en disant, il faut, chers habitants d'Occitanie, mettez du sens dans votre épargne. Vous mettez du sens dans votre consommation, mais il faut le faire. Alors bien sûr, il faut miser sur des entreprises où le risque, on sait qu'Arcelor, c'est solide, il n'y a pas de souci. Mais voilà, l'investissement a démarré il y a maintenant 15 jours. Dans 1 an, ça tourne, c'est 200 emplois. C'est une fierté, quoi. Merci aussi aux banquiers qui ont fait le boulot, parce que passer de 1 million, 800 000 euros pour les privés, 200 000 pour l'ARAC, ça fait 1 million. La levée, c'est 13 millions d'euros. C'est formidable. Donc Arcelor va être fier de cet investissement parce qu'ils vont pouvoir prouver qu'ils ont un coût carbone égal à 0 sur ce site-là, parce qu'il y a des barrages hydrauliques, il y a tout ce qu'ils faisaient. Donc on a gagné ça contre Dunkerque. Vous voyez que des petits territoires, ils savent aussi se sauver, et sans avoir d'aide publique supplémentaire par rapport à d'autres, simplement l'envie des habitants, l'envie des chefs d'entreprise, parce que c'est essentiellement les chefs d'entreprise qui sont venus de sauver leur... On peut le renouveler à une échelle régionale. Et d'ailleurs, c'est une idée que la région Occitanie a... Vous êtes bavard en Lozère, hein? Ouais. Oui, on ne nous entend pas souvent, donc forcément, c'est une région que la région... C'est une idée que la sécurité, si tu veux. C'est une idée que la région Occitanie a lancée, puisque nous avons, propulsé cette idée régionalement avec le réseau des chambres. Samuel Seth, je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur, on en a parlé tout à l'heure, la fin des aides, ça sera un des paramètres de ce rebond. Il faut que l'État accepte, après avoir dépensé des milliards, de prendre le temps pour arrêter les aides progressivement, pour ne pas mettre en danger la relance. Il nous faudra sortir en réalité beaucoup plus proprement de cette crise que ce qu'on y est rentré. Je vois que personne ici ne tarit d'éloges au gouvernement pour les aides massives qu'il a mis en œuvre. Encore heureux, j'ai envie de dire, parce que c'est avec notre pognon et avec la richesse que nous avons créée et que nous devrons rembourser, il ne faudra pas l'oublier. Donc chaque fois que, de manière posée, on dira il faut continuer les aides, on sait très bien qu'il faudra à un moment donné qu'on les rembourse. Mais simplement, il serait regrettable d'obérer, c'est l'expression je crois que vous avez employée dans votre remarquable article sur la dépêche, il serait remarquable, il était remarquable, il faut le dire, il serait regrettable d'obérer une reprise après tous les efforts qui ont été commis.
c'est vrai, Vincent, tu as raison de dire on ne sait pas trop quand on va rebondir parce qu'on ne sait pas trop quand ça va s'arrêter. Mais on est, avec les informations dont nous disposons, plus en droit de penser qu'on est vers la fin que vers le début. On ne connaît pas l'intensité et la capacité. Et donc je pense qu'en effet, il faudra accompagner et ne pas considérer que la simple possibilité d'exercer se suffira à elle-même pour remplir les carnets de commandes et pour permettre les choses. Et puis, ça a été dit, Frédéric l'a dit, on a l'exemple comparable dans le restaurant. Un restaurant qui fait 50 couverts ou qui fait 100 couverts ne va pas tout à coup se mettre à faire 500 couverts pour rembourser la dette qui est la sienne. Et on ne va pas aller 4 fois au restaurant dans la journée. Et on ne va pas aller 4 fois au restaurant dans la journée. Et j'ai même envie de dire, alors pour le coup, si, comme vous l'avez commencé à le développer, les choses mutent, on n'ira peut-être pas autant au restaurant qu'on y allait avant. On va cuisiner du bio à la maison, c'est peut-être ça. Frédéric Carré, il y a un point de vigilance que vous pointez, c'est le problème que votre profession rencontre avec les permis de construire, parce qu'on sait que vous êtes tributaire de ça pour pouvoir bâtir. Est-ce qu'aujourd'hui, cette tendance qui se retrouve partout sur le territoire national de ne pas délivrer des permis de construire, ça vous inquiète pour cette relance et ce rebond ? Alors oui, ça m'inquiète grandement, ça inquiète l'ensemble de la profession et de tous les acteurs. Parce que, on le voit, c'est plutôt un problème structurel aujourd'hui, conjoncturel. Parce qu'on a déjà souffert avec changement de municipalité, donc tous les permis étaient bloqués. Aujourd'hui, ils sont encore bloqués. Là, on n'a rien à voir avec la conjoncture sanitaire. Les permis sont bloqués. Pourquoi ils sont bloqués ? Parce que les gens, aujourd'hui, ne veulent plus l'artificialisation des sols. Il faut lutter contre l'étalement urbain. Par contre, en même temps, on ne peut plus densifier. Parce que c'est mal accepté. Comment on fait exactement ? Les électeurs ne veulent pas qu'on construise, etc. Donc là, vraiment, on a une grosse problématique parce que cette triptyque, il faut la résoudre. Parce que si on ne la résout pas, ça va faire quoi ? Mis à part le fait que les entreprises de bâtiments vont souffrir, voire mourir. Mais malgré tout, il faut loger les gens. Je l'ai dit tout à l'heure, une démographie qui explose. Il y a des gens en plus, il y a besoin de logements sociaux. Les gens sont à la rue, donc il faut construire. Sinon, les prix vont augmenter. Donc c'est aussi une responsabilité des élus de maintenir le tissu économique social, mais de créer du logement. Donc il faut résoudre cette équation. Il faut arrêter de dire qu'on n'artificialise pas, qu'on lutte contre l'étalement urbain. Il faut densifier. Densifier, c'est l'écologie. Créer des zones vertes en bas, il faut accepter. En tout cas, il faut arriver à résoudre cette équation. Ça, c'est important. Pardon, juste un point. Tous les échanges que l'on a autour du verdissement de l'économie sont parfois construits sur des hypocrisies et qu'il est important que l'on puisse clarifier. C'est-à-dire que nous, chez l'entreprise, on a besoin de règles claires. C'est-à-dire qu'on parle notamment de la démarche, j'ai envie de dire, verte, et on parle des gaz à effet de serre. C'est bien ça qu'on est censé lutter. Bon, à ce jour, sauf élément contraire, c'est le nucléaire qui est le moins générateur de gaz à effet de serre. Et ça, c'est un tabou. Rien que de dire ça, c'est un tabou. On parle de véhicules électriques en entreprise. Est-ce que vous savez qu'à puissance égale, la taxe sur les véhicules de société d'un véhicule diesel est moins importante qu'un véhicule essence ? C'est étonnant. Et pourtant, l'hybridation, elle se fait sur les moteurs essence et jamais sur les moteurs diesel, sauf rares cas bien ponctuels. Donc ça veut dire qu'il y a sans arrêt des tabous sur la démarche verte, sur le fait que l'on se cache parfois sur des équations intenables. Frédéric faisait référence à la notion de densification en disant c'est impossible. Bon là, par exemple, à Toulouse, ça va être simple, puisque PLUH vient d'être annulé par le tribunal, et que donc la solution, on verra ce qui sera décidé, ne pourra être que la densification, parce que sinon on ne pourra pas tenir ces équations-là. Donc tout ce temps-là, ou pour des raisons parfois politiques, ou pour des raisons démagogiques, donc politiques, finalement on les subit de plein fouet. Or, quand je parlais de prévisibilité dans l'imprévisibilité, c'est jouer avec des règles claires. Quand on ne comprend pas les règles, ça vient souvent, et peut-être parce que je suis issu d'un métier de la pédagogie, ça vient souvent de l'émetteur. Pardon. Il y a besoin de 2 millions de logements en France. L'objectif, il y a quelques années, c'était en construire 500 000. En 2019, on en a construit 410 000. En 2020, 350 000. Et cette année, on va en construire à peine 300 000. Ça veut dire une hausse des prix ? Il y aura une hausse des prix, mais puis on ne va pas loger les gens. C'est catastrophique parce que tout ça, on parle, etc. Mais ça a des conséquences brutales. Et on a une inertie qui est très très importante. Donc là, il faut arrêter, il faut qu'on en parle. Samuel, tu as raison. Il faut qu'on arrive à démystifier tout ça. Il faut qu'on puisse construire parce que les gens en ont besoin. C'est un besoin sociétal. Moi, j'ai une petite idée. Il faut désurbaniser.
Désurbaniser, on va aller vivre. Il faut lozériser On la va France. tous aller vivre en Lozère. Alors, vous parliez de tabou, Samuel. Il y a un tabou, enfin un sujet autour duquel le gouvernement ne sait pas trop comment le prendre, c'est les fameux 200 milliards d'euros d'économie, enfin d'épargne, qui ont été accumulés pendant la crise Covid. Alors, Vincent, vous me disiez, peut-être on peut espérer qu'avec ce petit magot, à la libération de l'économie cet été, peut-être les consommateurs consommeront davantage. Vous comptez aussi là-dessus pour relancer l'artisanat et les petites structures? On l'espère. En tout cas, ce qu'on voit aujourd'hui dans la presse, c'est que l'argent thésaurisé va dans le bricolage et le jardinage. De façon massive. C'est-à-dire qu'on se retrouve une âme d'agriculteur. C'est la concurrence et une dans âme les de entreprises du constructeur. bâtiment, ça. Puisque si on bricole soi-même... C'est intéressant parce que les gens qui sont interviewés disent on ne voyage pas, on ne va pas au resto, donc on met tout notre argent là-dedans, enfin une bonne partie de notre argent là-dedans. Donc ça me fait peur parce que demain, si on ouvre tous les restaurants, si on ouvre tous les commerces, finalement la disponibilité de cet argent mis de côté ne pourra pas aller sur ces entreprises qui ont été fermées et seront allées à ces entreprises qui auront toujours été ouvertes et qui en plus ont généré une croissance de plus 50, 70, voire 100% de chiffre d'affaires pour des grandes enseignes. Par contre, on ne va pas forcément tout dépenser. Moi, j'avais l'idée de 150 à 170 milliards. 200 milliards, tant mieux si ça y est. Mais il a été question de taxer cet argent. Enfin, là, je me dis où on va. Plutôt créer des fonds participatifs citoyens. Pour donner du sens, comme l'a dit Thierry tout à l'heure, donner du sens à notre population dans l'investissement, qu'il soit artisanal, commerce ou industrie, peu importe, de relocalisation aussi, puisqu'on a une migration, suite à cette crise, des grandes villes vers des villes moyennes et des villes moyennes vers des communes semi-rurales ou rurales. Des centres-bourgs. Des cœurs de village, des centres-bourgs. J'ai envie de dire. Mais il va falloir aussi proposer une offre de service à tous ces gens qui vont sur ces territoires. Parce que sinon, il n'y aura pas de migration. En tout cas, il n'y aura pas de mixité sociale. Ça veut dire qu'il faut des commerces, des artisans. Il faut des commerces, bien sûr, essentiels au sens noble du terme, et pas essentiels selon la catégorie du gouvernement qui a été celle du précédent confinement. Mais des commerces essentiels pour créer du lien social. Il va falloir des écoles, il va falloir des services publics, etc., etc. Donc la cohésion des territoires, tout à l'heure je disais, elle est essentielle aussi puisqu'il y a une mutation de ces populations vers d'autres horizons qui sont nés suite à ce Covid. Alors quand je parlais du fonds participatif citoyen, ça a du sens pour, par exemple, créer une plateforme de commerce. Il y a de l'aide subventionnée institutionnelle et pourquoi pas associer public-privé. C'est peut-être l'innovation aussi de cette La crise. région Occitanie a lancé une plateforme Exactement. épargne Occitanie avec WICID. Avec WICID, qui, rappelons-le, Mathilde est à la CPME et au conseil Administratrice d'administration. de CPME. Voilà, au conseil d'administration de la CPME. Nous en sommes fiers. C'est un outil de relance aussi, cette capacité à drainer de l'épargne pour l'investir. Ah on l'a oui, vu avec mais bien sûr. l'exemple de Lozère. C'est un outil de relance. Investir localement. Bien sûr. Et aussi créer un fonds national pour la relance de l'artisanat. Avec cet argent des Français thésaurisés. On peut étudier plusieurs pistes. De nombreuses pistes d'ailleurs sont étudiées par le gouvernement pour utiliser à bon escient cet argent qui a été thésaurisé. Alors, Caroline, je vous posais une question quand on préparait ce rendez-vous. C'était, puisque vous êtes présidente des femmes chefs d'entreprise d'Occitanie, est-ce que les femmes ont été plus agiles dans cette crise, les chefs d'entreprise femmes, que hommes ou pas? Ou est-ce que vous partagez tous à peu près la même capacité d'adaptation? Quand vous m'avez posé la question en rigolant, je vous ai dit, voilà, vous me tendez la perche. C'est vous qui rigoliez. Oui, c'est moi qui rigolais. Attention. Je dis, vous me tendez la perche. On sait que les hommes sont monotaches, les femmes multitâches.
Non, mais j'ai pas envie de mettre de genre là sur ce secteur-là d'agilité. Je pense que tout le monde, on en a parlé tout à l'heure, l'agilité, elle correspond à tout le monde. Après, voilà, on a envie ou on n'a pas envie d'être agile. Et voilà, la femme, la problématique, nous, de ce qui se passe en ce moment, c'est que la femme, elle est la plupart du temps confrontée, ce qu'on disait, à l'organisation qui a eu lieu, fermeture des écoles, télétravail. Elle a dû prendre en charge des... Voilà, peut-être en plus grande partie. Et encore, moi personnellement, j'ai un homme qui remplit beaucoup de tâches parce qu'il a une femme très active à ses côtés. Donc ça dépend aussi, c'est difficile de dire. Mais il n'empêche que dans des territoires, mes homologues femmes chefs d'entreprise ont décelé des difficultés à travers cette situation, justement par rapport à cette organisation qui a été complètement modifiée. Et on aura eu des femmes qui ont réussi en tout cas à faire le dos rond, puisque, comme vous le disiez, la crise, elle n'est pas finie. Elle n'est pas encore terminée. Voilà, et je pense qu'il faut savoir faire le dos rond, il faut savoir se réinventer et puis de passer à travers les gouttes jusqu'à quand. Voilà, on espère le plus rapidement possible. Alors je passe la parole à Thierry et puis pour conclure, je vais vous demander à tous une bonne idée pour réussir la relance. Comme ça, vous commencez à y réfléchir. Alors, je voudrais dire à Caroline, là aussi, on peut être vraiment très très positif sur la place des femmes dans l'économie. Moi, j'ai observé que les femmes qui sont aujourd'hui élues de ma chambre de commerce, elles ont assumé le mandat. Elles ont été au rendez-vous, et je le dis, plus que les hommes. J'ai eu beaucoup plus de moteurs, on va dire, parmi les femmes dans mon équipe que pour les hommes. Je dis pas ça pour flagorner auprès de toi, et je vais même vous dire que j'en apporte la preuve. Allez-y. J'ai pris le pari. J'ai ici un listing. Ah non, c'est pas ça. J'ai pris le pari et je suis en train de le réussir. Je peux même dire que je l'ai réussi, de faire la parité parfaite dans la future liste de la Chambre de commerce de la Lozère. Et je le dis, catégorie par catégorie. Commerce, services, industrie. Il y aura dans ma chambre le même nombre d'hommes que de femmes. Et c'est qu'une histoire d'envie. Les textes vous y obligent pas? Les textes ne m'y obligent pas du tout à ce niveau-là. D'accord. Et je pense qu'on doit aujourd'hui, au moment où on configure les futurs élus consulaires, véritablement, pour ceux qui sont des têtes de liste, c'est-à-dire se poser cette question, est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin que la loi? Parce que dans le mandat, la richesse que l'on a, enfin, très rapidement, une femme à qui vous confiez la mission de représenter une entreprise à la préfecture sur un sujet de commerce, sur un sujet de vidéoprotection, sur un sujet de représentation, peu importe le sujet, moi je vais vous dire, je n'ai pas à demander un reporting, il arrive sur mon bureau. Voilà. Et multitâche, ça me va bien. Donc, ça va bien, mais il n'y a pas d'excuse à avoir du fait de... Oui, alors, il faut être attentif là-dessus parce que la position de la CPME est... mais c'est la mienne, je ne veux pas engager personne. Bien sûr. Je n'ai pas encore dit que je n'étais pas d'accord avec toi, laisse-moi le développer. Je veux simplement dire que tous les efforts qui sont mis en œuvre pour la promotion de la mixité femmes-hommes dans l'égalité d'accès, en l'occurrence au métier de chef d'entreprise, sont appuyés, sont basés sur l'égalité femmes-hommes, justement. Et que j'ai coutume de dire qu'on ne corrige pas une erreur en commettant une autre. Et que je ne pense pas qu'en disant une femme sera mieux qu'un homme fera favoriser un accès plus égal à une femme à une fonction. Je pense plutôt que c'est en interrogeant les raisons pour lesquelles les femmes n'y accèdent pas. Je pense que c'est en s'interrogeant sur une forme relativement accepté de patriarcat, je le dis à dessein et en blagounette, c'est qu'en réalité, travaillons plutôt à leur donner un accès afin qu'elles soient un jour aussi nulles que nous, j'ai envie de dire.
D'accord. Et afin qu'elles soient aussi peu respectables des mandats consulaires qu'on leur confie. Tu vois où je veux en venir quand je dis ça? Moi, je voudrais rebondir. Il est disruptif. Voilà, je voudrais rebondir là-dessus parce que ça, c'est une chose que nous, au niveau des femmes chefs d'entreprise, et merci monsieur de ne me rappeler ça parce que c'est vrai que ça arrive, c'est surtout que les femmes n'osent pas y aller. Elles ne se sentent pas expertes. Elles n'osent pas appuyer sur le bouton, aller chercher de l'argent quand il faut. Et quelquefois, on se pose la question, vous, les journalistes vont dire il n'y a pas assez de femmes dans les mandats, il n'y a pas assez de femmes qui soulèvent de l'argent, des grosses... Et en vérité, quand on parle, nous, avec les femmes chefs d'entreprise, c'est qu'elles ne se sentent pas à la hauteur. Elles sont plus peut-être en retrait. Mais quand elles font le travail, elles le font. Mais voilà, donc c'est ça qu'il faut développer aussi au niveau des écoles, et c'est ce qu'on fait avec la CPME, c'est ce qu'on fait avec FCE, on le fait avec la CCI aussi, c'est d'aller dans les écoles et d'inciter les jeunes filles à entreprendre et à oser. C'est vraiment le terme oser qu'il faut. Voilà. Alors Thierry Julier, j'ai bien compris que votre bonne idée pour réussir la relance, c'était recourir davantage aux femmes. Donc, voilà. On va créer d'ailleurs la délégation FCE Lozère qui est prévue dans quelques temps. Caroline, vous, quelle est votre bonne idée, ou l'idée que vous aimeriez soumettre ce soir pour réussir la relance, c'est quoi? Je vous laisse réfléchir 2 minutes. Oui. Frédéric a dû y réfléchir, lui. S'il aime bien préparer, Frédéric. Je suis prêt. Il y a tellement de choses à dire, mais je vais pas en dire une, je vais en dire 2. La première, c'est qu'on ne veut plus des aides. On veut du travail, de l'activité. Les aides, bien sûr, il en faut. Il ne faut pas, par contre, les enlever brutalement, mais il faut retourner sur l'activité. Et autre chose qui est très spécifique au bâtiment, c'est qu'on a tendance à trop regarder la relance par la rénovation énergétique. Tout ce qu'on voit, les 7 milliards du plan de relance, ce que fait la région, tout ça, c'est du vert, de la rénovation énergétique. Il ne faut pas regarder essentiellement la relance dans le bâtiment par le prisme de la rénovation énergétique. Il faut penser aussi au logement neuf. D'accord. Vincent, une bonne idée pour réussir cette relance? Vous en avez déjà livré quelques-unes, les fonds participatifs, digitalisation. Ça, pour moi, ce sont des dispositifs et des mesures. Je pense qu'aujourd'hui, il est nécessaire de recréer la confiance à la fois des ménages et des chefs d'entreprise. La richesse de notre pays est à la fois générée par l'investissement de nos entreprises, dans nos outils de production, mais aussi par la consommation des ménages. Si on n'arrive pas à renouer avec la confiance à la fois des entrepreneurs et entrepreneuses et des ménages, on pourra faire tout ce qu'on voudra dans le cadre des dispositifs, des mesures et d'aides, de solutions de financement ou de rééchelonnement de dettes. Tant qu'il n'y aura pas cette confiance et cette visibilité, on n'y arrivera pas. Très bien. Alors Caroline, est-ce que vous avez... Moi je dirais donner du sens, continuer à donner du sens comme on a fait pendant cette situation, encore maintenant, et puis la collaboration. Voilà. On est en train de se rendre compte, d'ailleurs on est autour de la table, c'est rare qu'on se retrouve comme ça, plusieurs secteurs d'activité. Vous êtes très complémentaires tous. Hein. Voilà, et je pense qu'il y a vraiment beaucoup de travail à faire en commun. Monsieur l'a dit, au niveau des CCI, c'est pas mettre des personnes pour dire mettre des personnes, c'est mettre des personnes qui vont pouvoir apporter, qui vont pouvoir construire. Et on est en train de se rendre compte, par les réunions qui sont en train de se mettre en place là, parce qu'il y a une urgence, il y a besoin, et bien on est en train de se rendre compte qu'il y a des gens qui ont envie d'y aller, que ce soit des hommes ou des femmes, peu importe, mais il y a des gens qui ont envie de construire le monde de demain et de résoudre beaucoup de ces problèmes. Donc voilà. Thierry Julier, pour conclure peut-être, vous me disiez être positif, continuer à être positif, c'est peut-être ça? Je suis plus dans le subjectif que dans les éléments chiffrés. Je crois plus à l'envie qu'au dispositif. Moi, je ne sais pas parler publiquement aujourd'hui sans penser au secteur café, hôtel, restaurant. Il faut ouvrir très rapidement ce secteur-là. Ils vivent plus de 310 jours aujourd'hui de fermeture. C'est insoutenable. Frédéric a raison. On ne veut pas vivre avec des aides. On ne sait pas ça, c'est pas dans notre culture, c'est pas dans nos gènes. Laissez-nous travailler et
ils respecteront, ils sont organisés pour respecter les gestes barrières. Voilà. Je pense que, s'ils étaient responsables, de la diffusion du Covid, là, pour le coup, avec 300 jours, on ne peut pas dire que c'est. On ne peut pas dire que c'est les restaurants voilà, qui ont. Le deuxième point, c'est que je pense qu'il faut véritablement territorialiser le plan de relance. Il faut transformer les milliards en millions et les millions en dizaines de milliers d'euros. Parce que si on ne territorialise pas, c'est les grandes entreprises qui vont forcément bénéficier de ce plan. Et nous, ces PME, on voit bien que c'est les TPE qui aujourd'hui sont un petit peu en attente. Si elles sont en attente, il n'y a rien qui arrivera. Si par contre, c'est ma troisième idée, on a un accompagnement de proximité, et si j'en parle souvent, c'est parce que la menace, elle est forte. Elle est forte sur les réseaux consulaires de les voir disparaître territorialement du plus proche. Et c'est là où on est fort. C'est là où on doit gagner le combat. Pas seul, parce qu'il y a aussi les organisations patronales qui doivent nous aider. Et puis le dernier point, c'est qu'il faut garder la cohésion des acteurs publics. Voilà mon dernier mot. La cohésion des acteurs publics, quand je dis que la valeur des hommes et des structures, on l'a vu à travers l'arrivée et l'émergence de cette crise, si on arrive à la maintenir, Frédéric sera rassuré parce qu'il aura un accompagnement long terme. Et non, mais c'est une condition indispensable, la cohésion de la France. Et quand on dit que l'économie et le politique sont plus proches aujourd'hui, moi je m'en satisfais. J'aurais préféré ne pas vivre ça, personne, mais on est devant cette situation. Soyons plus forts ensemble, voilà. Très bien. Last but not the least, Samuel Sett, une bonne idée pour réussir cette relance? Une bonne, je ne sais pas, mais s'extraire du principe de précaution. De tout temps, c'est l'innovation, c'est la recherche, c'est les découvertes, parfois par sérendipité, qui nous ont permis d'arriver dans la situation dans laquelle nous sommes. Et la situation dans laquelle nous sommes, c'est qu'il n'y a jamais eu aussi peu de pauvreté depuis la création de l'humanité. Il n'y a jamais eu une aussi longue expérience de vie dans le monde entier. Tout ceci, c'est le fruit de la recherche, c'est le fruit de l'expérience, des trouvailles, et qu'on rentre progressivement dans une société de l'inquiétude, de l'ultra-protection. Et d'ailleurs, on entend cette petite musique d'élus qui, pensant bien faire, parlent de vous protéger, vous aider, l'État nounou en quelque sorte. Rien de bon ne sort de l'État nounou. Parce qu'un élément à se rappeler, mais le money time viendra, c'est qu'on analyse comment nous sommes dans cette situation-là. Est-ce que nous aurions pu être dans une meilleure situation? Et tout nous ramène à que ce fameux principe de précaution, on ne sait pas, donc on ne fait pas, nous tue et nous enferme et nous conditionne. Alors qu'en réalité, l'économie, elle a besoin justement d'ouverture, de champ des possibles, et d'engagement et justement de volonté de faire ensemble. Et c'est ça, pour l'instant, que l'on doit promouvoir au maximum. Très bien, l'innovation, l'inventivité. Merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir suivis non seulement à cette table ronde qui clôture cette journée, mais tout au long de la journée, puisque vous avez été au rendez-vous, comme ça a été dit pour les acteurs publics. Merci beaucoup de votre fidélité. Merci de nous avoir suivis dans une version, évidemment, une convention digitale, mais je sais que l'année prochaine, on se retrouvera in concreto, comme on dit. Merci beaucoup et bonne soirée.